Merci à West Media Lab et au Festival de l'Info Locale de nous accueillir aujourd'hui. Effectivement, moi je préside le Festival international de journalisme, donc je suis directeur délégué du Monde, c'est pour ça qu'il y a marqué Le Monde. Mais pour le groupe Le Monde, je suis responsable de ce festival et depuis 2 ans, ce festival et le Festival de l'Info Locale ont passé un partenariat. Donc le Festival de l'Info Locale anime des tables rondes pendant le Festival de journalisme sur l'info locale et nous, le Festival de l'info je mélange les deux maintenant, le FIGE, le Festival international de journalisme, voilà, on est là pour animer cette table ronde grand public de cette 6e édition du Festival de l'Info Locale. Voilà, vous avez compris à peu près, bref, il y a un partenariat. Voilà, donc je suis ravi d'animer cette table ronde. Alors nous avons 4 invités, je vais vous les présenter un par un. On va commencer par Nathalie Senac. Donc Nathalie Senac, elle est professeure de communication et d'information à l'université Panthéon-Sorbonne. Panthéon-Assas, pardon, et autrice d'un livre, de plusieurs ouvrages, mais l'an dernier, Un nouveau monde, le nouveau monde des médias, une urgence démocratique, chez Odile Jacob. Donc Nathalie a également participé aux États généraux de l'information qui viennent de restituer leurs conclusions. Et donc là, je vais vous poser chacun à votre tour une question, mais d'abord Nathalie, puisque je viens de vous présenter. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces propositions des États généraux de l'information ? L'accueil a été de dire c'était un petit peu décevant. Et donc sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc concentration des médias et pluralisme, quelles sont les avancées qu'on pourrait imaginer si évidemment les pouvoirs publics se saisissent de cette perche qui leur est tendue. Donc, bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Retenir des États généraux, moi je faisais partie du petit groupe de prospectivistes sur l'information en 2050 avec l'objectif de sortir des scénarios. Donc on aura certainement l'occasion d'y revenir. Peut-être un maître mot qui est revenu partout, c'est l'éducation aux médias et à l'information. On est véritablement dans un Big Bang médiatique, traversé véritablement par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, du numérique, qui va jusqu'à l'IA aujourd'hui. Et on voit bien qu'il y a un besoin urgent, d'où mon titre, le sous-titre, vous avez la gentillesse de le mentionner, une urgence démocratique, cette traversée et l'arrivée du numérique avec aujourd'hui des acteurs qui sont plus puissants que certains États lorsque je pense aux grandes plateformes numériques. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la question de l'accès, du référencement, la question de la circulation de fake news, de manipulation de l'information sont vraiment au cœur des enjeux de ce que sont les médias, puisque les médias demeurent des vecteurs de notre démocratie et qu'aujourd'hui ces vecteurs, le modèle économique de ces vecteurs est en train de vaciller. Ils se font siphonner leurs recettes publicitaires sur le marché de la publicité en ligne par ces nouveaux acteurs. On voit bien qu'il y a une diminution de la durée d'écoute pour la télévision ou du nombre de lecteurs pour les titres de presse. Donc, ce qui met en grande difficulté les titres de presse. 71% des plus jeunes s'informent en priorité sur les réseaux sociaux. Donc l'attaque, elle est massive, hein. L'enjeu est massif et les plateformes n'ont pas pour mission de fabriquer une information de qualité, à la différence des médias, qu'ils soient radio, télévision ou presse. Donc ce monde est en révolution. Donc s'il fallait retenir un mot, c'est pour moi une urgence qui est celle de l'éducation aux médias et à l'information, qui ne se circonscrit pas à vous éduquer ou à se tourner vers les plus jeunes, mais véritablement à se tourner sur toute la population, parce que nous tous, nous sommes en ligne, je ne dis pas H24, mais beaucoup. Merci. Alors Laurent Guimier, vous êtes journaliste de formation, vous avez été responsable du Figaro.fr, du site du Figaro, directeur de la rédaction d'Europe 1, directeur de l'information numérique chez Lagardère, il y en a beaucoup, hein, je continue la liste, directeur de France Info, directeur délégué de Radio France, j'ai dû en oublier, directeur adjoint de France Télé, ou directeur de l'information de France Télévisions plutôt, et puis aujourd'hui vous êtes directeur délégué à l'information de CMA Média. CMA Média étant la filiale de CMA-CGM, le groupe de la famille Saadé, dirigé par Rodolphe Saadé, chargé, donc maintenant propriétaire de BFM, RMC,
La Provence et quelques autres titres, La Tribune notamment. La Tribune Dimanche, Corse Matin. Voilà. Alors dites-nous un petit peu, parce que c'est un des derniers entrants sur le marché, on va dire, CMA CGM et la famille Saadé. Donc qu'est-ce que viennent chercher l'entreprise, le groupe CMA CGM, dont c'est pas du tout l'activité d'être dans les médias au départ, et Rodolphe Saadé en investissant dans le secteur des médias? Effectivement, merci de me donner la parole. Je suis très content d'être ici. Comme certains d'entre vous, je fais partie des fatigués parce que je suis là depuis 9h30 ce matin et j'ai appris beaucoup de choses dans cette... Je voulais le dire parce que je trouve que ce festival nous met au niveau des gens qui font et c'est prodigieux, c'est formidable. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc je suis crevé mais très content d'être là. Je vais quand même essayer de répondre à la question. Effectivement, le groupe CMA CGM est entré dans les médias le 15 octobre 2022, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans jour pour jour. Ce groupe n'était absolument pas dans les médias. Donc effectivement, vous avez lu beaucoup de choses, vous avez vu ce développement effectivement assez rapide. Qui fait qu'aujourd'hui, ce groupe, donc cette division média qui s'appelle CMA Média, comprend 3 journaux quotidiens dans le Sud, La Tribune, le journal et La Tribune Dimanche, qui est un journal papier que nous avons inventé et que nous produisons depuis 1 an maintenant. Et puis, plus récemment, le rachat du groupe Altis Média, RMC, BFM, les 10 chaînes locales de BFM, puisque nous sommes au Festival de l'info locale. Et puis ce groupe a aussi des participations dans le groupe M6 et puis dans le média en ligne Brut. Alors pourquoi tout ça ? Tout ça est parti en fait d'une histoire, j'allais dire sentimentale, marseillaise de mon actionnaire et patron Rodolphe Saadé qui, au moment où la Provence allait très mal, très mal, enfin, elle était même menacée de disparaître. Plusieurs bonnes fées se penchaient sur le berceau. Il se trouve que le Marseillais qu'il est et qu'il était avait du mal à imaginer qu'une fée niçoise s'empare de ce quotidien. C'est comme ça que ça a commencé, parce que ça a commencé par un média local. Ça a surpris beaucoup d'ailleurs, parce que peut-être que la suite a moins surpris que ce qui a surpris, mais c'est d'abord une histoire d'un entrepreneur qui est arrivé il y a un peu plus de 40 ans à Marseille et qui a voulu sauver la Provence. Et puis de fil en aiguille, parce que il a commencé à se passionner pour cette activité. Et encore une fois, sauver la Provence, passer du temps à essayer de transformer un modèle. Alors c'est dans la culture, j'utilise pas le mot ADN, mais dans la culture, dans le savoir-faire de ce groupe, que de récupérer des entreprises en difficulté puis d'essayer de les sauver. Et bien de fil en aiguille, nous avons commencé à constituer ce groupe. Et c'est comme ça que 2 ans après, et ça je pense qu'on en reparlera, y compris jusqu'à évoquer la question de la concentration, on en est très loin, nous on est tout petits encore, on démarre, nous sommes encore un acteur, un tout nouvel acteur dans la presse écrite. Et en télévision, nous avons une chaîne de radio et 3 chaînes de télé sur la TNT. Nous ne sommes pas dans les géants qui nous entourent. Mais au-delà de cette question de concentration, il s'agissait de se dire comment on constitue un groupe média avec des médias très différents qui peuvent se renforcer les uns les autres, qui peuvent se mutualiser et au fond qui peuvent tenter de résister, et Nathalie l'a dit, et je le redis, et je pense qu'on en reparlera, résister à ça n'est pas une vague, cette révolution, cette transformation terrifiante qui s'attaque à tous, à toutes, petits médias, grands médias, médias privés, médias publics, médias possédés par des gens très riches et médias possédés par des gens pas très riches. Nous sommes tous égaux devant cette déferlante. Et c'est ce que je voulais dire. Et les états généraux de l'information, effectivement, qu'on a critiqués, mais bon, c'est le sport national, je pense, ont quand même cette vertu que d'avoir posé un diagnostic, et notamment sur cette question de la concentration. Finalement, un diagnostic assez partagé du fait qu'il fallait sans doute, en préservant, on en reparlera aussi, les questions de pluralisme, d'indépendance, de déontologie de chacun des médias, et notamment au sein des groupes,
Mais il fallait quand même se poser la question de savoir si notre législation était totalement adaptée pour permettre aux médias français et européens de résister à cette vague terrible qui risque. Et Nathalie a fait partie du groupe qui, comme elle l'a dit, a travaillé sur des scénarios pour 2050. Un des scénarios évoque la disparition de l'information, la disparition pure et simple du journalisme et de l'information. Et je pense qu'il est salutaire qu'on pose cette question. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut poser cette question, qui n'est pas quelque chose de théorique. Beaucoup de choses concourent à imaginer, à devoir subir dans, je ne veux pas faire de pronostic heureusement, mais au pire quelques décennies, la disparition pure et simple de l'information telle qu'on l'imagine. Hein, les livres d'histoire sont truffés de professions qui ont disparu. Je pense qu'il faut poser cette question. Et après, se dire comment on s'organise pour faire en sorte que tous, on résiste à ça. Et en cela, bon, j'ai travaillé dans l'audiovisuel public, j'ai travaillé dans le privé. Je ne vois pas de séparation aussi claire que parfois les caricatures nous le font dire. Je pense qu'il faut, et après je vais laisser la parole parce que je suis un bavard, parce que quand un journaliste a le micro, il faut le couper. Mais je le ferai. Il faut vraiment se poser cette question, et je le dis, c'est une question démocratique majeure, essentielle. Il faut se dire, est-ce que le concurrent de Ouest France, c'est BFM ou est-ce que c'est TikTok? Est-ce que le concurrent de France 3, c'est BFM ou YouTube? Est-ce que l'adversaire de la démocratie, c'est un propriétaire, des propriétaires européens qui mettent des centaines de millions d'euros dans les médias, ou est-ce que c'est Elon Musk? Je pense qu'il faut se poser des questions et y répondre ensemble. Merci. Alors David Guiraud, on s'est croisé dans une autre vie puisque vous avez été directeur général du groupe Le Monde il y a une quinzaine d'années. Donc on a travaillé dans la même entreprise, mais auparavant vous aviez été directeur délégué des Échos, vous êtes maintenant président de l'association propriétaire de Ouest France et président du conseil de surveillance de Ouest France. Alors Ouest France, c'est une gouvernance très particulière. Et donc, vous allez nous le dire en deux mots et nous dire aussi, est-ce que ce type de modèle, puisque c'est une association qui est propriétaire de Ouest France, est-ce que ce type de modèle est pas généralisable, mais en tout cas est duplicable? On a vu que les états généraux de l'information suggèrent la création, enfin que les entreprises de presse puissent devenir des entreprises à mission. Alors, est-ce qu'il faut aller dans cette direction-là? Oui, c'est effectivement une bonne question. Nous sommes, d'une certaine manière, déjà depuis 34 ans, une entreprise à mission. Il y a 34 ans, en 1990, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, M. Hersant faisait son marché, il rachetait des titres à droite et à gauche, et donc le groupe Ouest France, qui appartenait à des familles qu'il avait relancées en 1945, à l'époque, et son dirigeant emblématique, François-Régis Hutin à l'époque, s'est dit, si on veut préserver l'indépendance du groupe, il faut vraiment réfléchir à un mode de gouvernance et un système capitalistique différent. Donc ils ont passé du temps à réfléchir. À la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Les propriétaires de l'époque, il faut quand même se rendre compte, ont accepté de céder à une association de loi 1901 le groupe, alors qui a été remboursé à ses propriétaires progressivement par les profits du groupe futur, un système de leasing d'une certaine manière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce groupe appartient à une association de loi 1901 qui n'a pas de capital, mais qui a un capital beaucoup plus qu'un capital financier, quelque chose de beaucoup plus important, qui est un capital éthique. Un capital éthique, c'est-à-dire un socle et un corpus de valeurs très très fort qui fonde tout le fonctionnement du groupe. Le groupe, c'est quand même, vous connaissez Ouest France, c'est le premier quotidien national francophone au monde, une diffusion d'environ 650 000 exemplaires, 3 plateformes numériques qui font 360 millions de visites par mois, donc ils sont nettement numéro 1 si on les additionne, hein, ouestfrance.fr, actu.fr et 20 minutes, dont nous avons 50%. C'est un groupe de 4000 personnes, 1300 journalistes, 95 hebdos, 5 quotidiens. Enfin, c'est un gros groupe et sans doute demain, enfin on l'espère tous, une chaîne de télévision sur la TNT. Donc voilà. Alors ce groupe appartient à une association qui porte le doux nom de ASPDH, Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Alors,
chaque mot compte. Ce qui fait qu'à un moment, je me suis dit, mais il faut, en termes de com, c'est quand même pas terrible, quoi. Donc on peut faire mieux. Et en fait, non. Il faut garder les animaux bizarres. Il faut garder les animaux bizarres parce que d'abord, ça me permet de vous expliquer ce que c'est. À savoir que d'abord, c'est une association, et je vais vous dire ce qu'il y a dans l'association, qui soutient quelque chose, qui soutient des principes. Et ces principes sont ceux de la démocratie humaniste. Pas la démocratie illibérale, la démocratie humaniste. Derrière ça, il y a une charte qui a été créée à l'époque, qui est revisitée régulièrement, qui est distribuée à tout le monde et à tous les journalistes et tous les salariés qui veulent rentrer dans notre groupe. Hein, on leur montre notre charte, on leur montre notre mode de fonctionnement, on leur dit si vous voulez travailler avec nous, vous signez ça et vous rentrez. Si ça ne vous correspond pas, ce qui est tout à fait votre droit, bien sûr, vous allez faire autre chose. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc... en dessous de ça, on a une holding, enfin je ne rentre pas dans le détail, qui s'appelle SIPA Ouest France et qui pilote toute une série d'entreprises, Ouest France, les Journaux de Loire, Publi Hebdo avec ses 95 hebdomadaires et sa plateforme actu.fr, 20 minutes, Sophie West qui est notre fonds d'investissement qui est un peu une sorte de poire pour la soif, entre guillemets, etc. Cette association est composé d'une 60aine de membres qui sont composés en partie des familles historiques, mais qui étaient là et qui ont accepté de remettre entre les mains de cette association ce qui était pour eux très important, parce qu'ils s'étaient battus pour ça, qui sont maintenant de plus en plus des personnes âgées qui petit à petit sortent du jeu, mais sont toujours là, et c'est important parce que c'est les racines quand même de l'histoire, mais aussi des tas de gens nouveaux qui représentent la société civile. On a des chefs d'entreprise, des journalistes, et pas des moindres. On a Éric Fotorino, on a Samuel Etienne, on a aussi des architectes, des gens du CNRS, on a Pascal Horry, historien, académicien, on a des diplomates, on a des gens qui représentent la société civile. Voilà. Alors, le système, de notre point de vue, est extraordinairement vertueux, bien sûr, pour deux raisons. D'abord, il est porteur de ce qui est une mission claire, nette et définitive pour nous. Et ça, je pense que c'est très important. Sa raison d'être, je vais vous la donner, c'est une phrase. Éclairer, informer, relier les citoyens pour faire progresser le bien commun dans le respect de la dignité de chacun. C'est ce pourquoi tout le monde travaille tous les jours. Du journaliste au rotativiste, aux gens de la pub, etc. Donc c'est quelque chose de très très puissant. Et on y travaille de plus en plus parce que ça nous paraît très important, évidemment, de défendre ça parce que ça donne un sens incroyable au travail qui est fait. Et ça fonde évidemment, je ne l'ai pas dit, mais l'indépendance du groupe. Personne ne peut racheter ce groupe demain, sauf si, et c'est le deuxième élément vertueux, c'est que pour rester indépendant, il faut qu'on gagne de l'argent. Donc tout le monde est amené à réfléchir à ça. Le jour où on commence à plus gagner d'argent, sachant que 100% des bénéfices sont réinvestis dans le développement, et ces dernières années, on a investi massivement dans le numérique, avec les résultats que j'indiquais tout à l'heure qui sont positifs, insuffisants mais positifs. On a à peu près 260 000 abonnés numériques aujourd'hui. Évidemment, on est très très loin des succès du New York Times, mais on ne désespère pas d'arriver à renverser la vapeur. Voilà, donc voilà comment fonctionne notre groupe, avec un système qu'on essaie d'améliorer en permanence, bien sûr. Est-ce qu'il est duplicable ? J'ai envie de dire que c'est quand même une réponse intéressante. Bon, comme tu l'as dit, Gilles, moi j'ai dirigé le groupe Les Échos, le groupe Le Monde. Enfin, moi j'ai quand même vu passer un certain nombre d'histoires d'entreprises de presse. Le groupe Les Échos, qui était à l'époque filiale du Financial Times, du groupe Pearson, dont le métier était de faire des journaux. Il n'y avait pas plus indépendant que Les Échos à l'époque et pas plus indépendant que le FT. Enfin, moi j'ai travaillé avec les gens du FT avec une déontologie, une manière de travailler incroyable. Bon. Après, c'est devenu autre chose, le groupe Les Échos. Le groupe Le Monde a aussi vécu une transformation que Gilles a bien connue aussi, puisqu'on y a travaillé ensemble d'une certaine manière. Voilà, donc
moi, je pense aujourd'hui que la réponse est ce qu'ont dit mes petits camarades, Nathalie, Laurent, etc., sur l'urgence démocratique et sur le tsunami, parce que c'est pas une vague, enfin, c'est un tsunami. Et il n'est pas à 300 km, il est à 2000 nautiques de là où on est, hein, puisqu'on est au bord de la mer. J'utilise des termes nautiques. Voilà, donc le sujet est là. Et je pense que face à ce tsunami, qui fait qu'aujourd'hui, on lutte face à des monstres, enfin, je veux dire, hein, sans foi ni loi, dont la seule mission, la seule raison d'être n'est pas de relier les gens, comme M. Zuckerberg, ce pirate absolu, essaye de faire croire depuis des années, alors que son seul objectif, c'est la puissance et l'argent. Enfin, je veux dire, donc il faut se dire les choses. Je pense que les marques historiques de presse, les marques ont vraiment un rôle à jouer très important, à condition, et on va en parler, quels sont les leviers qu'il faut activer pour ça. Moi, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Et je pense que c'est le moment de le faire. Et évidemment, le sujet, c'est le pluralisme, qui est une des conditions de la démocratie. Le sujet, c'est la concentration, c'est-à-dire la puissance. Et on ne pourra pas lutter contre des hyperpuissants en étant des nains, quoi. Je veux dire, donc, il faut accepter une forme de puissance. Pas n'importe comment, et c'est pour ça que je reviendrai là-dessus, et pas pour n'importe qui, et pas pour n'importe quelle cause. Voilà, c'est ça le sujet, je pense. Merci. Alors, David Assouline, vous avez été sénateur PS pendant près de 20 ans, de 2004 à 2023, l'an dernier. Et vous avez été récemment, en 2022, rapporteur de la commission d'enquête sur la concentration des médias, donc on est en plein dans le sujet. Et également, vous étiez vice-président de la commission sénatoriale culture, communication et éducation. Alors, vous avez porté un rapport en 2022, après avoir auditionné la plupart des actionnaires de la presse française qui vont tous jurer la main sur le cœur, qui n'avaient aucun pouvoir sur leur rédaction et sur la ligne éditoriale de leurs médias. Qu'est-ce qui est sorti de cette commission d'enquête et qu'est-ce qui en est sorti aussi concrètement? Est-ce que derrière, il y a eu ou il y a des perspectives de faire évoluer le cadre législatif? Merci de cette invitation. Je suis aussi très content d'être dans un cadre comme celui-là qui... de citoyens, de citoyennes, en tous les cas, intéressés à ce sujet qui reste trop en vase clos, et de spécialistes. Et c'était le premier objectif de la commission d'enquête pour moi. Je vais être honnête, je l'avais dit à l'époque, mais je suis encore plus libre de dire les choses aujourd'hui. Ce sujet n'était pas la concentration des médias, et tout ce qui va avec pour la démocratie, le pluralisme, n'était pas dans le débat public. J'aurais pu faire une mission d'information. Il y aurait eu un rapport peut-être aussi consistant, plus de 600 pages, etc. Mon but était de mettre le sujet sur la place publique. Et par la commission d'enquête, j'obligeais l'ensemble des actionnaires qui ne parlent jamais, des grands patrons qui sont tout le temps en second rideau, alors que c'est eux qui décident pour l'essentiel, qui répondent peu aux journalistes, très rarement, il faut chercher des fois des bribes de phrases, à venir. Et la commission d'enquête oblige tout individu français, qui est en France. Donc j'ai pas pu interroger les actionnaires qui résident à l'étranger. Et ça, c'était très important. Parce que, on a pu les entendre, les 9 grands patrons. La presse s'est focalisée sur Bolloré, mais Bernard Arnault, etc., tout le monde est venu. Et puis l'écho médiatique, qui permettait de mettre sur la place publique. Mais aussi donner une masse d'informations pour vous et pour tous ceux qui le voudraient, à travers un rapport très très complet, à travers une médiatisation même interne et des archives. Je pense que j'ai beaucoup de messages encore aujourd'hui d'étudiants qui vont sur les archives, pas seulement écrites, mais toutes les auditions sont en vidéo et sont sur le site du Sénat. C'est 100 heures d'audition de tout ce qui compte dans le monde des médias. Donc c'était ça mon premier objectif.
je savais que j'aurais du mal sur cette question à avoir des positions tranchées, puisque une commission d'enquête va de la droite à la gauche, je suis de gauche, et que le Sénat est à droite. Et que donc je savais qu'un certain nombre de mes propositions ne pourraient pas faire consensus et donc pouvaient être battues et mon rapport mis à la poubelle. Donc comme rapporteur, c'est moi qui tiens la plume. Si je mettais tout ce que je voulais, la droite votait contre et tout ce travail allait à la poubelle. Je n'avais même pas la possibilité légale de le publier à titre personnel. Je pouvais être attaqué en justice si je le faisais. Et donc j'ai préféré que les travaux soient rendus avec un certain nombre de compromis pour que ça ne soit pas mis à la poubelle. J'ai toujours pensé qu'un pas en avant vaut mieux que 1000 programmes et que ça aurait cette utilité. C'est parti, et je vais peut-être permettre que ce sur quoi on n'est pas d'accord soit mis sur la table tout de suite. Bien sûr que la concentration, c'est un problème, mais en gros, je considère que, et c'est pas assez apprécié, c'est Victor Hugo qui avait une phrase qui le disait beaucoup mieux que ce que je vais dire, mais en gros, la démocratie, c'est le suffrage universel et la liberté de la presse. Parce que, ou sinon, ça peut être le plébiscite, c'est-à-dire vous pouvez très bien avoir le suffrage universel et les gens ne voient qu'une opinion, ne peuvent voter que pour une chose. Et la liberté de la presse est le concentré de la liberté d'expression dans la législation de notre pays et permet d'informer les citoyens pour qu'ils puissent avoir un jugement éclairé et voter, pas seulement pour une idée, mais avoir ce choix et avoir cette liberté de choix. Et donc, pour moi, c'est fondamental. En 2008, quand Nicolas Sarkozy a voulu réformer la Constitution, c'est pas souvent que ça nous arrive, nous parlementaires, j'étais assez jeune encore, dans le débat, j'ai sorti un truc qui n'avait rien à voir avec la réforme que voulait Nicolas Sarkozy. À l'article 34 de la Constitution, j'ai mis liberté, pluralisme et indépendance des médias, qui n'étaient pas dans la Constitution. Rachida Dati au banc, déjà, puisque réforme constitutionnelle, ministre de la Justice, celle qui est au banc du gouvernement, dit mais c'est n'importe quoi, la liberté de la presse est garantie, etc. Le rapporteur de droite, Yest, dit sagesse, surprise générale, c'est voté à la majorité du Sénat. Mais Nicolas Sarkozy voulait qu'on aille vite. Et donc il ne fallait pas le rebouger à l'Assemblée nationale, puisque la date du Congrès, qui permet de réformer la Constitution, était déjà programmée. Et donc, à l'Assemblée, ils n'ont pas touché. Et dans la Constitution, et c'est un point d'appui très important depuis, beaucoup de contentieux ont lieu sur cette base, et ceux qui connaissent et qui suivent savent que la constitutionnalisation, que la loi doit garantir, le législateur doit garantir l'indépendance, le pluralisme et l'indépendance des médias, est une avancée. Bon, voilà, je le dis parce que je l'ai rarement dit, mais c'était à l'époque, ça avait fait quand même, Le Monde avait fait une page, les bons journaux, mais c'est là. Donc c'est la base de pourquoi j'ai voulu faire ça. Et là où j'ai un désaccord, le dernier qui m'a dit on est tout petit, c'était dans l'audition au Sénat de Bolloré. Il m'a dit on est tout petit. Mais je suis en partie d'accord que les GAFAM, qui sont plus puissants que les États, sont le vrai monstre qui peut tout détruire. Enfin, le vrai. C'est la puissance aujourd'hui, qui fait pression sur tout le reste, pour que tout le reste se mette à ces standards-là. Mais si c'est pour nous dire qu'il faut ici le maximum de concentration pour pouvoir leur faire face, je dis que c'est perdu d'avance. D'abord parce que tous les groupes que vous représentez sont effectivement des nains par rapport à eux, et qu'il leur faudrait... Je ne pense pas que c'est rattrapable en puissance financière,
et en capacité technologique. Ils ont des capacités même de recherche plus puissantes que les États, et ils ont une avance énorme. Et donc je pense qu'il faut ici avoir... Nos entreprises doivent être des contre-modèles. La bataille ne se fera pas sur leur terrain. Et que donc l'indépendance des rédactions et des journalistes garantie d'une information de qualité qui peut permettre la confiance des citoyens est la seule résistance que l'on peut opposer à ceux qui veulent tuer l'information et qui veulent TikTok, enfin bon, le n'importe quoi à la place de l'information. Et donc, c'est pour ça que je suis d'accord pour le front commun contre les GAFAM, mais je suis pour, ici, quels que soient les grands groupes, je sais que ce sont des entreprises, qu'il faut des moyens, que c'est une économie où l'appareil de production coûte cher, les technologies coûtent cher, faire de la télé, etc. Mais si il n'y a pas muraille de Chine entre l'actionnaire et les rédactions, alors les actionnaires peuvent imposer ce qu'ils veulent, et ça revient au même que TikTok ou quoi, puisque c'est pour des intérêts d'actionnaires que l'on va laisser telle ou telle information. Je conclue en donnant l'exemple d'avant-hier. Je crois que c'est avant-hier, c'est 3 jours. Bernard Arnault vient devant la commission d'enquête et dit « Mais nous, on est venu juste sauver la presse, c'est pas mon truc, moi, LVMH, vous pensez bien. Donc je suis un bon samaritain qui est venu sauver les Échos. » Ça ressemble, hein. Qui à l'époque gagnait beaucoup d'argent. Ouais. Précise parce que je dirigeais les Échos à l'époque et donc, ça gagnait beaucoup d'argent. Alors lui, il n'avait pas besoin d'être sauvé. donc je suis... mais là, il vient d'envoyer une lettre à l'ensemble de ses salariés pour dire qu'il leur est interdit de répondre. Il vient d'envoyer une lettre à tous les salariés en disant qu'il leur est interdit de répondre aux journalistes. À certains médias d'investigation, en tout cas. Aux journalistes en général, mais bien sûr, il visait des médias d'investigation, Mediapart, etc. Et là, on comprend quand même comment on peut être un patron de presse et interdire de répondre à des journalistes. C'est-à-dire interdire que les journalistes puissent avoir accès à des informations. Et donc, je ne parle pas de Bolloré et tout, qui était tout petit et qui devient très grand. Donc, je pense qu'il faut vraiment garantir cette indépendance entre l'actionnaire, et c'est ça qu'on a essayé de faire dans la commission d'enquête par différentes propositions. On pourra en discuter dans une autre intervention de quoi concrètement, ce qui est le plus important. Mais je pense que c'est fondamental, y compris pour résister aux GAFAM, qu'il y ait une exemplarité du contre-modèle des GAFAM. Merci. Alors le débat est lancé. Je crois que Laurent Guimier, vous vouliez... Non, je vous ai vu lever droit. Donc j'ai... Non ? Non, je peux réagir rapidement. Je souscris totalement à ce que vous décrivez sur j'allais dire le contre-modèle, ou plutôt le modèle que sont les médias dotés d'une indépendance éditoriale et déontologique par rapport à des GAFAM. Mais pour moi, ça n'est pas le même sujet que celui de la concentration. Ce que je veux dire, c'est que c'est déconnecté de la taille du média et de l'identité du propriétaire. Que chaque média... Non, mais alors vous souriez, mais je pense très sincèrement, et je vais essayer de vous en parler. Non, c'est pas une question d'idéal. Les principes déontologiques et d'indépendance qui régissent chaque média, chaque rédaction, encore une fois, n'ont pas grand-chose à voir avec la taille du groupe et son poids dans l'espace économique. Sauf à penser qu'il y a quelque chose de génétique qui tient à l'identité de telle ou telle personne par rapport à la préservation de l'indépendance. Mais je pense que ce sont deux choses radicalement différentes. Et voilà, nous, dans nos médias, nous sommes dans un chemin où nous construisons beaucoup. La Provence a reconstruit beaucoup de choses, et les questions d'indépendance, vous le savez, sont aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. Et on est dans un chemin où, avec les rédactions, nous travaillons pour construire cette indépendance et ce socle de valeurs. Mais la question de la concentration que je décrivais tout à l'heure, c'est tout autre chose. C'est
C'est la capacité qu'on a ou pas, lorsqu'on est entrepreneur, privé, ou qu'on est d'ailleurs dans l'audiovisuel public, à nouer des alliances, des partenariats et à pouvoir, parce qu'un territoire le réclame ou en a besoin ou en a envie, qu'on puisse mettre des moyens pour aller participer au développement de tel ou tel média. Et aujourd'hui, les règles de concentration qui régissent la marche des médias dans notre pays sont un frein quand même à ce déploiement. Alors on peut penser que tel ou tel a de telles mauvaises intentions que parce qu'il veut se déployer, il faut l'entraver, mais on parle de choses qui sont très différentes. Prenons 2 exemples. Et alors on va rentrer un peu dans la technique, mais je pense que c'est important puisqu'on parle de concentration et de pluralisme. La loi de 1986, qui est celle qui est le socle de la régulation et de la concentration dans notre pays, donc une loi qui a 38 ans, qui a été pensée à une époque où Internet n'existait pas, la télématique était l'avenir des médias, et où Bruno Mazur et Claude Sérillon présentaient le 20h. Bon, on est à une toute autre époque, et surtout à une époque où l'exercice du pluralisme, c'était effectivement le fait d'octroyer ou pas une fréquence et la capacité de produire de l'information. Bon, évidemment, aujourd'hui, 38 ans après, n'importe qui peut dire n'importe quoi, de n'importe où. Je ne reviens pas sur le dossier des GAFAM, on l'a réglé. Enfin, c'est quand même un changement majeur de paradigme. Mais il n'en reste pas moins que, aujourd'hui, lorsque vous faites de la télévision locale, par exemple, vous avez des seuils, des limites, qui interdisent tel ou tel de se déployer, de pouvoir développer une stratégie de déploiement de ces médias. C'est la même chose en radio. Il y a aussi des concentrations ou des interdictions de concentration. Et le terme concentration est forcément connoté négativement, mais concentration, ça veut dire aussi mettre ensemble, en commun, les forces, l'ambition, le cœur de rédaction, de radio, de télé, de presse écrite. Mais c'est la vérité. Non, mais... Oui, et alors ? Et alors, si ça permet de sauver une radio ou un journal, moi j'appelle ça, je l'appelle synergie comme vous dites, moi je le dis alliance, je le dis en tout cas stratégie industrielle permettant, encore une fois, de faire en sorte qu'il y ait des médias plutôt que plus de médias. Je le redis, et alors vous allez dire j'agite le chiffon, je ne sais pas de quelle couleur, bleu, de Facebook ou autre, mais je pense qu'il ne faut penser que comme ça. Est-ce qu'il faut des médias ou est-ce qu'on fait en sorte qu'à un moment, il n'y ait plus dans certaines régions de médias ? Enfin, c'est le cas aux États-Unis, monsieur le sénateur. Donc, c'est la vérité. Voilà, et il y a plein d'autres exemples comme ça. Quelque chose dont on nous parle souvent. Et après, je te laisse la parole. Je t'en finis quand même. Quand on a une télévision, on n'a pas le droit de l'acheter ou de la revendre dans les 5 ans qui suivent l'autorisation. Ça, c'est vous, monsieur le sénateur. Alors évidemment, quand on critique cette règle, on dit c'est normal, vous êtes impatient, vous voulez acheter telle ou telle chose. Ce n'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en 5 ans, tout change, tout évolue. La stratégie d'une télévision, d'un média, en 5 ans, change du tout au tout. Il y a 5 ans, vous ne parliez pas de TikTok ou des IA génératives. Donc le rythme des médias, le rythme d'évolution des médias réclame aujourd'hui qu'on repense toutes ces questions. Alors, on parlait de la loi de 1986. Nathalie, est-ce que cette loi aujourd'hui était totalement caduque ? Est-ce qu'il faut un nouveau cadre législatif ? Quel est votre sentiment en tant qu'observatrice ? Ou en tant qu'ancienne membre du CSA, surtout. Oui, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure quand je vous ai présenté. Oui, vous avez été membre du CSA, qui est l'ancêtre de l'ARCOM. L'ancêtre de l'ARCOM. J'étais effectivement membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Moi, peut-être pour recontextualiser, je rebondis sur les 2 interventions précédentes, mais notamment sur celle de David Ossiline. Moi, je crois que la contextualisation du rapport, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, de ce rapport, qu'on appelle le rapport Assouline d'ailleurs, j'arrive pas à dire autrement, pardon, ce rapport sur la question de la concentration, il me semble-t-il, était biaisé au départ. C'est-à-dire que, justement, la concentration a été pensée uniquement, me semble-t-il, en tout cas, l'orientation a été celle de l'influence politique, ou de l'influence que pouvait avoir, et politique dans le sens des idées, non, justement,
Je pense que, enfin, de la façon dont je l'ai ressenti et étudié, c'était une influence, et j'ai écouté les senteurs. C'était passionnant, et merci beaucoup, parce que jamais nous n'aurions autant de matière, et ça m'a bien servi pour mon bouquin, donc oui, merci en tant que chercheuse, c'était très utile, et en tant que citoyen, c'était extrêmement utile. Mais néanmoins, je trouve que c'était biaisé, et on allait direct vers finalement exactement ce qui s'est passé, vous y faisiez référence, M. Guiraud, sur la loi de 84, c'est-à-dire une loi qui était finalement une loi anti-concentration, qui visait à mettre en place un dispositif, un processus anti-concentration, mais en fait c'était une loi anti-harcèlement. C'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a appelée. Et de facto, la presse quotidienne régionale a toujours été très concentrée, et pour des nécessités économiques, alors qu'elle avait été pensée pour des questions politiques. Et là, finalement, lorsque vous avez remis sur la table ce point-là qui était important, je trouve que l'angle a été celui de l'influence politique. Et quelle est la raison et pourquoi, me semble-t-il, les réponses, même si les propositions sont intéressantes, sont passées à côté, bon, de me dire, parce que politiquement, personne ne voulait s'embarquer, donc dans tous les cas, ça serait passé à côté, mais ça continue de passer à côté. Ça fait 30 ans que ça passe à côté. Bon, pour ça que la loi de 86 est toujours la loi de 86, alors le monde n'a plus rien à voir il y a 40 ans dans le monde des médias. Mais parce qu'en fait, la dimension économique est complètement passée à côté. C'est de penser une entreprise médiatique comme une entreprise entièrement à part, et vous avez raison, parce qu'elle distribue un bien public au nom de caractéristiques économiques, parce que c'est une économie de coûts fixes, et que donc le seul moyen de pouvoir couvrir des coûts fixes, eh bien, c'est d'avoir une taille d'audience ou de lectorat qui soit important, suffisamment large pour les couvrir. Et c'est à tel point que la presse, au départ, elle s'est tournée justement vers une seconde source de financement que sont les ressources publicitaires, pour que la presse soit accessible au plus grand nombre. C'est ça les caractéristiques qui ont fait de l'entreprise médiatique une entreprise à part entière, entièrement à part. Mais de facto, vous passez complètement à côté, enfin vous, pas vous personnellement, bien entendu, non, mais c'est très important parce que je pense que ça fait 40 ans que c'est dénoncé et que je continue de le faire. Un jour je vais y arriver, j'en suis sûre que je ne lâcherai jamais. C'est que vous passez à côté le fait que ce sont aussi des entreprises à part entière. Et donc la question de la concentration, c'est-à-dire de synergie, de mutualisation, de réduction de coûts, d'investissement dans la technologie, sont essentielles. Et d'ailleurs, on le voit bien, mais elles ne tuent pas le pluralisme. Aujourd'hui, toutes les études montrent, et les études montrent, et les études, ça a été celle de l'IGF et celle de l'IJAC. Toutes les études mettent en évidence qu'on n'a jamais eu autant de pluralisme qu'aujourd'hui. C'est plus la question, elle doit être... Il ne faut pas faire dire le contraire, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire de la rhétorique à la politique, il faut vraiment être précis. Le pluralisme est une question essentielle. Et tant mieux, et fantastique, et bravo à vous, que ça ait été constitutionnalisé. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé... Non, on ne passe pas à autre chose. Mais non, on ne passe pas à autre chose. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait l'alpha et l'oméga. On n'a toujours pas résolu la question qui est centrale, qui n'est pas celle du pluralisme finalement, même si elle est centrale, mais une fois qu'elle est ancrée, c'est l'accès et c'est l'économie de ce pluralisme. C'est-à-dire que comment vous mettez les moyens économiquement, comment vous donnez les moyens économiquement parlant d'assurer ce pluralisme. Ce n'est pas les aides de l'État à la presse qui tombent et qui garantissent le pluralisme. Mais aujourd'hui, dans le monde numérique, la question du pluralisme, elle se repose, parce que c'est la question aujourd'hui qui s'appelle le référencement. Et aujourd'hui, Google et Apple ont une position dominante dans l'accès à l'information et dans sa distribution. Donc en fait, vous avez deux entreprises qui ne sont pas dominantes, elles sont hégémoniques dans l'accès, dans la distribution et dans la circulation de l'information. Donc le pluralisme, il y est. On a 1000 radios, on a des milliers de chaînes de télévision et on a des centaines de titres et des centaines de titres de presse. C'est la question du pluralisme, elle est centrale, mais elle doit absolument s'accompagner d'un fonctionnement et d'une compréhension économique, en tout cas pour moi, de la question de l'accessibilité à l'information, et qui n'est absolument pas posée dans la façon dont avait été posé le débat à l'époque de la concentration. David, vous allez répondre, mais d'abord j'ai passé la parole à l'autre David. David Guiraud, puisque vous aviez demandé le micro. Au niveau de la presse régionale... mais je vais vous poser quand même une question. Oui, mais au niveau des médias régionaux, il y a souvent, il y a le niveau national et il y a le niveau des marchés régionaux, on va dire. Et souvent sur les marchés régionaux, c'est plus un sujet. Oui, mais il y a quand même une situation souvent monopolistique des grands médias régionaux. Ouais. Donc est-ce que c'est comparable ? Alors, après la guerre,
qu'est-ce qu'a fait le pouvoir? Il s'est arrangé pour qu'il y ait justement une atomisation des groupes de presse. Donc on a distribué les monopoles à l'ouest, au sud, à l'est, et puis les grands journaux nationaux à droite, à gauche, etc. Je veux dire, bon, aujourd'hui, le monde a changé, on est d'accord. Donc moi, je voudrais quand même revenir sur ce que monsieur le sénateur appelle, honoraire, appelle le contre-pouvoir. Parce que moi, la question que je pose, c'est comment le pluralisme et comment la concentration? Parce qu'on voit bien que le pluralisme, on en a besoin. Bon, le sujet aujourd'hui, cette fameuse urgence démocratique, c'est quoi? Pour moi, je veux dire, c'est que la démocratie, elle est fracturée et elle est menacée par quelque chose de catastrophique, qui est la post-réalité, qui arrive à grands pas. On n'a encore rien vu et on va commencer à vraiment voir avec la campagne américaine, avec l'IA, etc. Bon. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on crée du bien commun, parce que le pluralisme, c'est pour défendre le bien commun, quand on est fracturé comme ça. Moi, je pense que le sujet de fond, c'est comment on recrée du réel commun, pour reprendre l'expression d'Hannah Arendt, du réel commun. Aujourd'hui, le réel, il est fracturé. Quand je regarde, respect, mais les chaînes d'infos en continu d'un côté, que je lis les journaux de la PQR, on ne parle pas du même monde. On ne parle pas de la même chose. Enfin, objectivement, on n'a pas la même vision des choses. Donc, ça veut dire quoi? Et moi, chez nous, enfin à Ouest France, le contre-modèle, d'une certaine manière, c'est de se dire, en fait, il y a 3 leviers qu'on doit activer et aligner. Le premier levier, c'est celui, on l'a dit, de l'indépendance. La question qui se pose, c'est qui parle et pourquoi? Pour quelle mission? Pour quelle raison d'être? Je vous ai cité la raison d'être de notre groupe. Je ne suis pas sûr que la moitié des groupes de médias en France aient une phrase de raison d'être, qui disent, et qui soit clair de savoir exactement pourquoi on est là. Parce qu'il y a une histoire, mais ça ne suffit pas. Donc, qui parle? Bon, est-ce que c'est un actionnaire industriel? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est déjà quelque chose? Bon. Et pourquoi? Donc là, déjà, il faudrait clarifier les choses. Deuxième chose, c'est la confiance. La première brique de la confiance, on l'a dit, c'est l'indépendance. C'est clair. Mais il y a une deuxième brique qui est très importante, c'est comment on fait le métier. Avec quelle éthique, quel modèle économique, et qu'est-ce que ça veut dire, hein, quand la course à l'audience fait qu'on transforme l'opinion en fait, par exemple. Hein, on a vécu ça. Et on dit, bah voilà, les gens sont informés, et enfin bon, une fois de plus, je vise personne, mais le sujet des faits, une fois de plus, je citais Hannah Arendt, hein, les faits sont fragiles. Or aujourd'hui, on n'a pas de réel commun parce qu'on ne parle plus des faits. Notre rôle, c'est de repartir de là. Donc comment on fait ça, hein? Le comment est super important. À Ouest France, on a une charte très importante sur le comment on fait. Par exemple, hein, on dit dire sans nuire, montrer sans choquer, témoigner sans agresser, dénoncer sans condamner. C'est 4 lignes. Déjà, ça dit la manière de faire les choses. Bon, ça c'est la deuxième brique, enfin la deuxième étape. Si je n'ai pas l'indépendance, je risque de ne pas avoir la confiance. Et si je n'ai pas l'indépendance et la confiance, je ne peux pas lutter et construire un contre-modèle contre ceux qui sont hyper puissants, dont on a parlé, les GAFAM. Et là, c'est la troisième marche, si je puis dire, c'est la puissance. Et la puissance, c'est pas celle de l'hubris, c'est pas la puissance de l'influence, c'est la puissance qui s'appuie sur l'indépendance, sur la confiance, et qui aussi, et ça pour nous c'est très important, est capable de mutualiser non seulement les forces internes. Si on fait une télévision aujourd'hui, c'est aussi parce que, pour faire face aux nouvelles modes de consommation des jeunes, qui passent par la vidéo, qui passent par des formats très différents, il faut investir, vous l'avez tous dit, dans la data, dans plein de choses. Donc il faut être gros, il faut mutualiser. Mais ce n'est pas suffisant. Nous, on est absolument prêts, on l'a dit, et d'ailleurs on le fait, à accueillir sur nos plateformes nos confrères. Parce qu'on sait très bien que même si on est puissant, on est des nains à côté des autres. Donc quand on fait actu.fr, par exemple, qui est la plateforme d'information de nos 95 hebdomadaires, on accueille aussi et on est prêt à accueillir d'autres.
Demain, on a dit que la télévision, on la ferait aussi avec nos confrères, parce que cette télévision, elle ne sera pas faite à Paris, elle sera faite en région. Donc ça, c'est une étape aussi supplémentaire de la concentration et de la puissance. Mais la puissance, à ce niveau-là, elle est même insuffisante. On doit aller la chercher en Europe. Et là, il suffit de lire le rapport Draghi pour comprendre qu'on n'est pas des nains, on est des fourmis face à ce qu'on a en face de nous. Donc si on pense que même en étant puissant à Paris, on arrivera à faire face à ce qui se passe, c'est-à-dire cette post-réalité, qui va nous arriver comme un tsunami, on n'a rien compris. Donc c'est là où le politique a un rôle, à mon sens, absolument clé à jouer, et qu'il faut qu'ils comprennent de quoi on parle. On n'est pas en train de se dire on a absolument besoin de capter les réseaux d'influence. Enfin, nous, ce n'est pas notre sujet, c'est peut-être le sujet de certains autres. Nous, ce n'est vraiment pas notre sujet. Notre sujet, c'est notre raison d'être. Et si on n'y arrive pas, si on ne le fait pas avec l'Europe, en investissant ensemble, les data, l'IA, tout ce qu'on dit, vous connaissez ça, on n'y arrivera pas. Alors Laurent, vous vouliez ajouter un tout petit mot, puis je passe la parole à David Assouline. Non, mais vous parliez du rapport Draghi. Effectivement, je souscris 1000 fois. Que dit le rapport Draghi ? Il dit que la puissance publique doit investir 800 milliards d'euros dans la prochaine décennie pour juste essayer de sauver la souveraineté européenne par rapport aux géants, et à peu près la même somme d'investissement privé. Je le dis, et non pas parce que je suis représentant d'un média privé qui a de l'argent, mais je pense que c'est une réalité physique qui fait que l'investissement mi-public, mi-privé, mais de façon extraordinairement massive, est la seule façon, la seule voie de sauver, encore une fois, les médias et la démocratie. Alors, David Assouline, on a l'impression que tous ces sujets, le politique en parle, mais qui finalement il a du mal à légiférer, puisque effectivement, on verra ce qui sortira des États généraux de l'information, mais bon, il y a quand même un doute sur le fait que le politique se saisisse des propositions qui lui ont été tendues. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à faire évoluer le cadre législatif? Pourquoi le politique renonce finalement à encadrer, ou en tout cas à faire évoluer le cadre législatif de ce secteur? Vous savez, le politique, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des politiques. Et il y a aussi ce qui est effectivement très, très enquisté dans ce que j'ai pu vivre depuis 20 ans. C'est que ce sont des sujets qui ne sont pas directement connectés à la nécessité de légiférer parce que les gens s'en foutraient. Et donc à chaque fois dans les agendas, même quand on a poussé, parce que c'est notre sujet, donc c'est ça à l'Assemblée, il faut d'abord que son groupe accepte de le mettre en avant, ensuite que l'Assemblée adopte et que le gouvernement, qui normalement disposait de majorité jusqu'à un passé récent, dit banco, je veux le mettre à mon agenda. Et donc, tous les problèmes de vie quotidienne des Français, problèmes sociaux, problèmes, quand c'est la droite, c'est l'immigration tous les ans, ou la sécurité. Là, il y a toujours des lois et des lois et des lois. Et sur ces sujets, on est 4-5 spécialistes dans les commissions culture de chaque assemblée à dire, mais c'est très important. Bon, donc on perd souvent. Mais des fois, on gagne un peu. Je vous ai parlé de la Constitution. On peut revenir sur un des... J'ai pas fait passer grand-chose parce que c'est compliqué, mais j'ai quelques trucs à mon actif. Alors, sur la question des reventes de chaînes, ça partait de quoi? Les reventes spéculatives. On avait quelqu'un qui obtenait une fréquence 23, numéro 23, qui, en fait, obtient une fréquence qui est une fréquence publique, gratuite, d'accord ? Qui l'a fait monter aux enchères sans rien vraiment faire de correct par rapport à la convention qu'il avait passée avec le CSA. Et une fois qu'elle a pris, je ne sais plus combien d'argent, il la met en vente. Et Bolloré achète. C'est comme ça qu'il commence, d'ailleurs. Pas Bolloré, c'était Altis. Altis. Mais Bolloré après a fait le... Oui. Donc,
voilà comment ça... J'ai dit, bon, bah, il faut empêcher qu'on puisse faire de la spéculation sur des réseaux d'information, des fréquences d'information qui sont un bien public. Donc, il faut que, quand on a postulé, on le fasse vivre, on investisse, etc. Le temps, alors vous pouvez dire le temps s'est accéléré, maintenant peut-être, mais enfin, c'est d'accord, mais quand on l'a fait, ça a empêché quelque chose, et c'était avec une bonne intention, et on a eu raison de le faire. Je veux juste poursuivre sur le fond de ce qui est posé. Le pluralisme, c'est une diversité. C'est une diversité aussi d'informations, de sources d'informations. C'est une diversité d'angles, d'approches. C'est une diversité territoriale. Quand, à la Libération, il y a l'explosion de la liberté de la presse, c'est 160 titres de PQR. 160 titres. Et donc, en fait, je suis démocrate chrétien, j'ai acheté tel canard. Ça ne veut pas dire qu'il était de la propagande démocrate chrétienne. Mais il y avait de l'information de terrain, très locale, mais qui avait cette connotation. Et pareil pour les communistes, les socialistes, les gaullistes, enfin, etc. Et donc, il y avait une pluralité énorme. Aujourd'hui, nous sommes à 52 titres détenus par 6 groupes. C'est-à-dire que même les 52 titres ne sont pas réellement des titres qui donnent des informations différentes. Parce que très souvent, ce que vous appelez la mise en commun, etc., c'est en fait une rédaction à Paris ou dans un bureau quelque part qui donne toutes les infos, qui travaille sur l'information nationale et internationale, et des journalistes locaux qui vont chercher une... Mais la ligne éditoriale et le ton donné sur tout ce qui va être la façon d'informer et de contribuer à la formation de l'opinion, elle est centrale et unique. Donc, attendez, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. C'est la journée, là, les gens pourront vous le dire. Je vous écris des pages. Je ramasse, mais si vous voulez, ça va être un débat sur mon rapport, si vous voulez. Mais c'est pas ça. Voilà, vous défendez ce que vous avez à défendre. Vous avez été 3 à dire des choses différentes. Je veux juste pouvoir développer. Bien sûr que la tendance la plus importante est celle que je donne. Quand la rationalisation et la concentration, c'est moins de journalistes, est-ce que ça va dans le sens de la qualité de l'information? Non. Si vous me dites, par exemple, le débat sur l'audiovisuel public, on va fusionner Radio France, France Télé, etc. Très bien si c'est de la mise en commun. C'est-à-dire, on additionne des forces. Donc, il faut des convergences, je les ai toujours défendues. Mais quand on me dit la fusion, mais qu'à l'arrivée, s'il y avait Radio France qui avait un envoyé spécial à New York, et que France TV avait, Antenne 2 avait un envoyé à New York, France en 2. tous les cas, France 2 à New York, et France 3, par exemple, quand il y avait, y compris de l'information sur France 3. C'était pas New York, les États-Unis, c'est grand. Bon. Il y a 2 façons de faire. Ou la convergence, c'est ils vont bosser en commun. Ils vont pas faire le même sujet. Ou le même sujet, les élections américaines, ils vont l'aborder par des biais différents. D'accord? Donc ils vont se parler déjà. Et ils vont produire quelque chose. Mais ils vont produire quelque chose d'aussi puissant. Ou alors on dit, bah, maintenant c'est fusionné, on n'en envoie qu'un. D'accord? Et donc ça appauvrira par rapport au moment où il y avait 3. Et en temps consacré, en qualité, à tous les niveaux. Nous, on l'a vu. On l'a vu quand on est arrivé avec des caméras qui prenaient le son en même temps, etc. On disait, ouais, mais quand le service public arrive, ils ont un perchiste, ils ont un truc. Mais la qualité était fantastique quand même. Donc, je comprends qu'on puisse réduire les coûts. Mais l'information, c'est du travail professionnel qui demande du temps, qui demande du respect des journalistes. C'est-à-dire que ça ne peut pas être du staccanovisme. Ça veut dire qu'ils doivent être bien payés. Et tout ça, c'est la qualité de l'information. Et je ne crois pas que dans des logiques de soi-disant rechercher de la puissance, etc., ok, si ça se fait au détriment de la qualité de l'information et aussi de l'indépendance, parce que, pardonnez-moi, vous ne pouvez pas dire, mais non, aujourd'hui le problème c'est les GAFAM. Seulement, mais non, regardez ce que fait Bolloré.
comment il peut mettre au service d'une opinion qui propage de la haine dans le pays, qui a fabriqué un candidat à la présidentielle qui propageait de la haine. Il a un ensemble médiatique et un ensemble dans le monde de l'édition, une majorité de livres scolaires pour les enfants. Il les a dans ses mains. Alors vous pouvez dire, bah au moins ça lui fait de la puissance face aux GAFAM, mais si c'est pour faire ce qu'il fait, ça devient d'une dangerosité énorme. Donc la concentration, comme toujours, le vertical, est toujours un danger pour la pluralité. Merci, et David. qui détient les journaux, ça a de l'importance. On devrait... Et donc si il faut des riches, entre guillemets, et des gens qui ont les moyens pour faire des entreprises de presse puissantes, alors mettons les bornes, parce qu'on sait qu'on n'est pas en train de fabriquer des brosses à dents, mais on est en train de fabriquer de l'information qui est un bien précieux pour la conscience des citoyens. Merci David. On va passer la parole à Laurent qui veut Juste un mot. réagir. Non, mais je vous laisse dire le bien et le mal sur qui est qui, et ça, c'est votre opinion et c'est votre façon de décrire les choses. Je vais pas les contester du tout. Non, mais je vous parle d'un groupe qui a créé un journal. Je vous parle d'un groupe qui a créé un journal l'année dernière. C'est bizarre, hein, on a créé un journal en 2023, papier, à un moment de l'histoire de la presse qui est celui qu'on connaît, et où on s'est dit, alors on ne va pas descendre le nombre de journalistes, on va en embaucher, on va créer un journal en essayant de défendre nos valeurs, qui s'appelle, cette valeur principale qui s'appelle la nuance, qui est quelque chose qui n'est pas du tout à la mode. Hein, je parle sous le contrôle et les auspices de M. Guiraud, avec beaucoup de modestie, mais on s'est dit on va essayer de faire un journal qui n'est ni dans les extrêmes, ni dans l'outrance. On va simplement essayer de défendre cette valeur, et on va essayer de défendre radicalement cette valeur qui est la nuance. On nous a promis une durée de vie de 6 mois. Bon, on a fêté nos 1 an, on fêtera nos 1 an dimanche prochain. Et pourtant, ça vient d'un groupe qui arrive, qui investit, qui a plein d'ambitions. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense que les choses sont un tout petit peu plus Oui, non, mais je vais vous poser une question parce que ce que vous tempérées dites, que vous ne le dites. Quoi, il n'y a pas de problème qu'on crée un journal. Au contraire, je veux que beaucoup de gens puissent créer des journaux. Posez Par votre exemple, question. et que l'aide à la presse puisse aller à des gens qui veulent créer des journaux et pas seulement à ceux qui ont pignon sur rue comme Le Figaro et d'autres. Mais je vous pose une question très précise. Bien. Est-ce que quand vous avez La Tribune, puisque c'est ce journal... La Tribune dimanche, oui. Voilà, La Tribune dimanche, qui vient sur un terreau quand même important, c'est-à-dire qu'il y a un journal qui est racheté par Bolloré et qui liquide une rédaction et qui vire nettement à l'extrême droite et qui manque un journal le dimanche. Et vous venez dire que vous allez être un peu le contre-modèle de cette info. Enfin, vous ne dites pas comme ça. Et apporter un peu de pluralité le dimanche, du coup. Ok. Bon. Sauf qu'ensuite, il y a donc BFM, RMC. D'accord ? Et il y a un sujet. Je ne suis pas contre. Il y a un sujet. Si c'est les mêmes qu'on voit sur les trois, il y a un problème pour le pluralisme. Si j'ai les mêmes chroniqueurs, les mêmes éditorialistes, les mêmes angles, et que l'un renvoie la pub sur l'autre, il y a quelque chose qui se crée. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut abolir cette possibilité. Je suis en train de dire que de façon inhérente, quand c'est comme ça, parce que de l'autre côté, c'est pareil. CNews, Europe 1 et le JDD. Et ils se renvoient la balle ensemble. Donc on est dans des écosystèmes comme ça, où tout est en silo, c'est la même chose qui passe. Et puis, il n'y a rien d'autre autour, parce que le reste est en train de péricliter. Alors, Laurent, et donc, la diversité, le pluralisme est en train de crever aussi David, par merci. ce type de non-attention à presse en danger. Alors Laurent, finissez peut-être. Non, mais vous décrivez un modèle qui n'est pas le nôtre, donc je ne me sens pas du tout concerné par ce que vous dites. Non, mais les journalistes de la Tribune Dimanche ne sont pas tous ni sur BFM ni sur RMC. Nous faisons des partenariats, nous travaillons Vous êtes directeur de l'ensemble de l'information. Oui, et Eh bien alors, s'il y a un directeur de l'information de l'ensemble de ces entités, c'est qu'il y a quelque chose qui est concentré au niveau de l'information et pas seulement du capital. Enfin bon. Non, enfin, je vous décrirai tout à l'heure la façon dont on travaille, mais
je ne corrige la copie pas des médias du groupe CMA Média. Nous avons une organisation et encore une fois des principes d'organisation qui font que là où on peut mutualiser, là où on peut mettre en valeur, parce que là vous me demandez d'entrer dans la cuisine, j'entre dans la cuisine. Quand la Provence a un scoop, on est très très content de pouvoir la partager en priorité sur BFM pour que la France entière le sache. Voilà, moi, alors vous pouvez appeler ça de la concentration, du silo, des endroits clos. Moi j'appelle ça simplement fabriquer de l'information d'une façon maligne, constructive et qui fait plutôt l'honneur des journalistes qui composent nos rédactions. Bon, il y a deux conceptions, en tout cas, ça c'est clair. Alors moi j'avais une question. Les journalistes attendaient beaucoup des États généraux une proposition sur l'indépendance des rédactions et la possibilité pour les rédactions de se prononcer sur le nom du directeur ou directrice de la rédaction. C'est le cas dans les titres du groupe Le Monde, mais on fait un peu figure d'exception. Pourquoi c'est si compliqué pourquoi on n'arrive pas à effectivement sortir des mesures comme ça et pourquoi c'est bloqué à ce niveau-là? Là, je vais peut-être laisser plutôt un patron de presse, un patron de presse répondre sur la question de clause de cession et des. C'est pas la clause de cession, mais bon, allez-y Nathalie. Je reposerai la question. Sur ce point-là, peut-être revenir et j'avoue que pardonnez-moi parce que j'avais pas répondu complètement, mais ça permettra de rebondir sur les propos de David Assouline parce que pour partie, je les comprends et j'ai l'impression qu'on les partage. Dit ça avec le cœur, mais nous aussi. La raison, vous le disiez, l'information est un bien public, les entreprises médiatiques sont des entreprises à part, c'est bien pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Et donc je vous rejoins complètement. De considérer que les entreprises les médias sont des entreprises également à part entière, me conduit à faire un pas de côté sur ce que vous disiez et vous avez présenté. Lorsque vous disiez 84 c'était une loi anti-R100, moi je craignais que les propositions qui sortaient de ce rapport, il ne faut encore pas toutes, soient finalement uniquement du anti-Bolloré. Et donc la problématique que vous posez sur celle de la concentration et notamment du comportement que pourrait avoir ou que a Vincent Bolloré avec la réunion finalement de l'ensemble des entités, c'est pas le comportement de l'ensemble des acteurs. Donc ça signifie c'est pas celui de Bernard Arnault, c'est pas celui de Dreyfus, c'est peut-être pas celui de Kretinsky, c'est pas celui de CMA CG, donc Rodolphe Saadé, pardon, c'est pas celui du patron de Crédit Mutuel, parce que je trouve que c'est très parisien de penser aussi ça. Toute la PQR existe, est très grande et très importante, elle est très largement, et encore, et c'est tant mieux, lue, et elle appartient à aucun des 5 acteurs ou 6 acteurs que j'ai mentionnés précédemment. Donc il faut quand même faire attention. Mais ensuite, effectivement, la loi de 86, comme on le disait précédemment, date de 86, elle a été modifiée 90 fois, ce qui pose un problème, parce qu'elle fait un peu office de millefeuille, et que j'ai eu l'occasion de devoir l'appliquer, et on se rend bien compte des difficultés. Ce qui est clair, c'est que le dispositif de mesure anti-concentration, qui est aujourd'hui en place, ne fonctionne pas. Voilà. Donc il ne fonctionne pas, ça fait des années qu'il ne fonctionne pas. Ça fait avant Internet, il ne fonctionnait pas, puisqu'on en parlait en aparté. C'est la règle, je vous passe les détails techniques, de 2 sur 3 qui s'appliquent. Et lorsque je regarde uniquement qui possède les titres de presse, ne sont comptabilisés dans ce dispositif anti-concentration que simplement la presse quotidienne nationale. Et par exemple, le fait que ça serait concentré, ce qui n'est pas le cas, pour la presse magazine d'actualité, ça ne compterait pas. Donc on voit bien que de toute façon, on est loin de ce dont on a besoin. Et on est d'autant plus loin de ce dont on a besoin, c'est que ça fait 20 ans, enfin on tend vers les 20 ans de l'arrivée des nouvelles technologies, et ça fait 5-6 ans, pour ne pas dire une petite dizaine d'années, qu'on s'informe sur le numérique majoritairement. Donc il y a bien à repenser le dispositif de mesure anti-concentration, parce qu'en fait, dans ce dispositif, il n'embarque que les acteurs dits traditionnels et n'embarque absolument pas la façon dont les nouveaux acteurs participent également à la diffusion de l'information. Et donc, il y a des propositions qui sont sur la table. Il y a des chercheurs, et d'ailleurs, dans le rapport que l'on mentionnait tout à l'heure et défendu par David Assouline, il reprend ses travaux de chercheurs, Andrea Pratt, qui parle de part d'attention. Donc, on voit bien qu'on a aujourd'hui des outils qui sont mis à disposition, que les réglementaires, que les parlementaires, que les politiques
pourraient s'en emparer et que, effectivement, pour les raisons invoquées, ne sont pas appliquées. Mais aujourd'hui, clairement, ce dispositif anti-concentration est obsolète, avec beaucoup d'autres éléments encore dans cette loi qui, quand même, est très importante, pas simplement parce qu'elle date de 86, parce que c'est la loi qui garantit la liberté de communication. Et donc, c'est elle qui garantit le pluralisme, invoqué, comme vous le disiez, en constitutionnalité. Alors, je vais poser une dernière question à David Guiraud avant de laisser la parole à la salle, trop brièvement, mais la conversation, comme vous l'avez vu, a été assez animée et a rebondi. Oui, cette mesure que les journalistes espéraient et qui n'a pas été proposée par les États généraux de l'information, c'est de donner aux rédactions le droit une sorte de droit de veto sur la nomination des directeurs de rédaction ou directrices de rédaction. Donc, comme je vous le disais, dans le groupe Le Monde, on l'a historiquement, on va dire, mais c'est quand même une exception. De votre point de vue, David, on se tutoyait tout à l'heure, donc on va dire de ton point de vue, David, est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Oui, je pense. Donc pourquoi ? Non, mais enfin, je veux dire, je pense que c'est une fausse bonne idée parce que qu'est-ce qui se passe ? D'abord, le propriétaire d'une entreprise de médias, à partir du moment où les choses sont claires, hein, nous on est une association, on a une raison d'être, quand j'insiste là-dessus, on sait ce qu'on veut faire, hein, donc c'est très clair pour tout le monde et c'est lui qui pilote un groupe qui, comme l'a dit Nathalie, nécessite de très lourds investissements. Alors, un directeur de rédaction, ça nécessite d'avoir des qualités, aujourd'hui, qui sont incroyables. Il faut être un excellent journaliste, d'abord, c'est évident, mais il faut aussi être un très bon manager. Il faut comprendre ce que c'est que le digital. Il faut comprendre ce que c'est que de transformer une organisation. Et il faut être un peu visionnaire. Bon, pas simple. Donc, si le sujet, c'est ça, est-ce qu'on pense qu'un collectif de journalistes est capable, beaucoup mieux que une équipe de direction, et je vais préciser, de faire ce choix. L'expérience a prouvé que ça marche rarement. Et quand je vois ce qui s'est passé aux Échos, je suis désolé de dire que les gens ont voté contre celui qui s'est fait sortir avant que n'arrive le nouveau, hein, qui était un historique de la rédaction, qui était apprécié de tout le monde, etc. Et il s'est fait sortir par le vote, pas pour de bonnes raisons, juste pour dire à M. Arnaud, on veut pas de votre influence. Je pense que c'était sans doute, moi je l'ai connu, c'est sans doute quelqu'un qui aurait très bien fait le job. Bon, je voudrais juste vous partager avec vous ce que fait un des journaux le plus indépendant du monde, The Economist. Moi, j'ai parlé avec eux parce que à l'époque où on était dans le groupe, bon, c'est très intéressant la manière dont fonctionnent les Anglais, qui sont très pragmatiques. Qu'est-ce qu'ils font ? Le board crée un petit comité ad hoc de gens en capacité de réfléchir et de choisir un bon directeur de rédaction. Donc il faut déjà constituer un petit groupe de gens qui savent ce que c'est que de diriger une rédaction, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils interrogent tous les journalistes en leur disant, individuellement, dites-nous si, à l'intérieur du groupe, enfin de la rédaction, quel est celui qui serait le meilleur directeur de la rédaction, sachant qu'on attend de lui ce que j'ai évoqué. Les journalistes répondent de manière anonyme, enfin anonyme, pas anonyme, mais confidentielle, pardon, à ce comité ad hoc, avec l'engagement qu'une fois que ça aura été lu, ces documents seront détruits. C'est quand même intéressant, ça oblige chaque journaliste à réfléchir en se disant, finalement, c'est vrai que naturellement, je penserais pour machin, mes trucs, et quand j'y pense, etc. Bon. Donc, ça les oblige à travailler le dossier de manière un peu approfondie. Ensuite, le comité ad hoc regarde et s'inspire beaucoup de ça. Et à la fin, nomme le directeur de la rédaction. De toute façon, si un directeur de rédaction qui n'est pas adoubé et qui n'est pas légitime, on va dire, il ne pourra pas faire son boulot. Ça ne marchera pas. Donc dire je nomme machin, etc., parce que je pense que c'est contre-productif. Donc il faut faire ce travail d'écoute,
de remontée, de partage, etc. Mais l'histoire du droit de veto, on a montré l'histoire des Échos pour moi. Et pourtant, je la connais bien, la rédaction des Échos. J'ai beaucoup de respect pour cette rédaction. Il y a des gens intelligents, brillants qui réfléchissent, etc. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Alors l'histoire du monde est une autre histoire parce qu'elle est un peu plus compliquée. On va pas la faire aujourd'hui. On va pas la faire ce soir. Je te laisse l'expliquer. Si on veut avoir le temps de prendre 2 ou 3 questions, on n'a pas le temps. Donc on va prendre des questions. Oui, c'est pour une question, Aurélie ? D'accord. Et puis il y a une question là-bas aussi. Oui, donc Aurélie Rousseau, moi je suis aussi coprésidente du syndicat des télévisions locales en France, donc il regroupe 50 chaînes de télé, et je dirige la chaîne TNT de Rennes depuis bientôt 10 ans. J'aimerais vous entendre aussi sur la question justement des médias locaux. Vous êtes tous directement concernés de par le rôle que vous jouez, et j'aimerais bien qu'on replace ce débat aussi du pluralisme et de la concentration, puisque ce sont des phénomènes à l'œuvre aussi dans notre secteur. Donc si chacun d'entre vous pouvait nous donner aussi quelques points d'accroche et votre vision, justement, de ces phénomènes dans notre domaine des médias locaux. Si vous voulez que chacun réponde, ça va être très court, parce que vu qu'ils sont extrêmement bavards, sinon on est parti jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Donc, qui veut répondre à Aurélie ? Peut-être que Laurent, vous êtes directement concerné, puisque BFM, c'est peut-être pour ça que la question lui était peut-être plus adressée qu'aux autres, BFM a des chaînes 9 chaînes en région, 10 chaînes, mais pas dans l'ouest de la France. Et non. Peut-être justement si, en Normandie. Oui. En Normandie, qui est quand même l'ouest de la France. Comment ? Il y a déjà du monde dans l'ouest. C'est une invitation à ne pas y venir. Bon, bref, Laurent. Non, alors l'implantation y compris géographique des chaînes précède le rachat par CMA-CGM, donc c'est une histoire qui s'est construite au fil du temps par des rachats, par voilà. Moi, je ne veux pas parler 10 minutes, hein, rassurez-vous. Là, on va faire des réponses très courtes. Ouais, des réponses très courtes. Moi, encore une fois, ce que je pressens. Quoi, tu rigoles parce que tu penses que je vais être très long. Est-ce que vous êtes capable de faire des réponses courtes tous les 4 ? Allez, très, très rapidement, Laurent. Non, très rapidement. Je pense que la logique aujourd'hui de tout média local, c'est de se penser sur tous les canaux. Il y a aujourd'hui effectivement des médias qui sont d'abord des télés, d'abord de la presse écrite. Mais aujourd'hui, et si on voit à 10 ans, il est évident que là aussi, il faut créer les conditions de constitution de médias locaux multimédia. D'ailleurs, c'est, je crois quand même ce que l'audiovisuel public est en train de faire, donc ça ne doit pas être une si mauvaise idée. Et que l'évolution souhaitable de la loi anti-concentration doit nous permettre de réfléchir à ça. Merci. David ? La signature de Ouest France, c'est de la commune au monde. Notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, un lecteur, il a autant besoin d'avoir de l'info sur ce qui se passe à côté de chez lui, c'est le premier point d'accroche, que de comprendre ce qui se passe chez lui à partir de ce qui se passe au plan national, européen, etc. Première chose. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. D'ailleurs, 80% aujourd'hui de l'audience de Ouest France numérique est en dehors de la région ouest. Deuxième information, nous avons un très beau groupe qui s'appelle Publi Hebdo, qui fait des hebdos locaux. Bon. Et là, on est dans l'hyper-local. Bon. Simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait et réussi magnifiquement pour atteindre le national. Ils ont créé un site qui s'appelle actu.fr, une plateforme. Donc aujourd'hui, on parle aussi bien au local qu'au national. Voilà. Donc je pense que c'est un mouvement qui est indispensable, qui nécessite une fois de plus des investissements, et que les groupes qui sont seuls, isolés, malheureusement, ne pourront pas faire cette relation. Merci. David Assouline, oui, un mot. Oui. Il y a le même phénomène. C'est-à-dire que, aucun problème, je ne vais pas encore me concentrer sur vous, mais non, mais c'est quoi la valeur ajoutée des chaînes locales ou de la presse locale? C'est effectivement aussi c'est la pluralité à l'échelle d'un territoire. Et donc une souplesse et une proximité. Bien. Et donc ça permet à des acteurs qui ne sont pas des acteurs très riches, etc., de pouvoir être dans ce jeu-là.
C'est ce qui s'est passé avec les radios quand on a libéré les ondes, avec des milliers de radios, c'était des associations, etc. Qui est... D'accord, mais si vous préférez, si un actionnaire décide qu'il va faire BFM et ensuite il va faire des bébés BFM, Occitanie, machin, truc, etc., c'est l'inverse. Non, mais écoutez, ça va, c'est bon. Mais je comprends pas. Vous voulez un dialogue avec moi si vous voulez, on y va. Mais parce que je vous donne l'exemple de ce qui... Il y a deux types de modèles. J'ai toujours essayé d'encourager le fait d'aider ceux qui ont tenté et qui ont... Il y a eu des centaines de projets de télé locale, de radio locale, etc., qu'on a laissé péricliter. Autant je les vois bien s'adosser à de la PQR, parce que c'était dans le même domaine de la presse, mais par contre que des grands groupes viennent faire leur bébé dans tous les territoires et nous dire que c'est de la presse locale, je pense que... Mais ces infos locales, ce sont des rédactions locales. D'accord, j'ai compris. Mais moi, je parle de pluralisme et j'aimerais que la diversité des actionnaires et des propriétaires et des marques de fabrique soit là, c'est tout. David, on va reprendre. Je ne vais pas être contre ce que vous faites. Je dis qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de radio locale qui se fait racheter ici et là parce que c'est un domaine où ça coûte cher et ça concourt à des concentrations. Or, j'aimerais qu'au contraire, il puisse y avoir plus de diversité et de pluralisme. Merci. Après, on peut préciser qu'il y a aussi beaucoup de médias locaux indépendants, dont certains sont présents ici, qui aussi apportent de la pluralité. Oui, alors monsieur. Oui, Samuel Petit, je suis directeur des rédactions du groupe Telegram. Et juste deux remarques et une question. Je rejoins tout à fait ce que dit Nathalie Sonac sur le pluralisme. On a l'impression, à écouter parfois tous ces débats, qu'on vit en enfer. Non, le pluralisme, il est énorme dans ce pays. Pour 30 €, vous pouvez vous abonner à une plateforme numérique de PQR, un quotidien national de gauche ou de droite, un hebdo de gauche ou de droite. Enfin, le pluralisme, il est réel et je ne vois pas pourquoi on essaye aujourd'hui d'établir la liste de ceux qui auraient le droit de contribuer ou pas à ce pluralisme. Et ce n'est pas parce qu'il y a un peu d'agitation sur une chaîne de télé ou une station de radio dont les audiences sont finalement assez faibles qu'on se pose toutes ces questions-là. La deuxième remarque, c'est que je trouve qu'on ne parle ni du lecteur ni du journaliste. Les garants de l'indépendance, c'est les lecteurs, parce que le dernier juge de paix, c'est le lecteur. Qu'on le veuille ou non, il finance cette information par ses impôts pour le service public ou par son abonnement quand il lit un média privé. Et on parle assez peu de ce lecteur et le journaliste, parce que le garant d'abord de la qualité de l'information et de l'indépendance, c'est le journaliste. Et j'ai du mal à comprendre en quoi... Le journaliste, selon qu'il appartient à un média public, selon qu'il appartient à un grand actionnaire privé dont on n'est pas là pour juger des intentions, qu'il appartient à une association comme Ouest France, qu'il appartient, comment dirais-je, à une famille, en quoi le statut de cet actionnaire ou son nom ou sa fortune pèse sur l'indépendance de journaliste. Voilà, au Telegram, on est un média privé. La condition de l'indépendance, c'est la rentabilité. Il n'y a pas d'autre condition à l'indépendance. C'est la rentabilité de nos entreprises. Le régulateur peut faire tout ce qu'il veut. Le législateur peut tout inventer. Aujourd'hui, je trouve que le régulateur et le législateur devraient venir voir peut-être des entreprises au niveau infra qui sont confrontées à d'autres problèmes que les groupes dont vous parlez. Les groupes dont vous parlez, ce sont les personnes qui maîtrisent les 4-5 plateformes qui, grâce à Google, Le Monde, Ouest France, France Info, Public, maîtrisent l'algorithme de Google et prennent un poids énorme sur le marché publicitaire et sur les audiences. Google, c'est 65% de nos audiences. Les médias intermédiaires, qui font partie de groupes privés parfois moins rentables ou plus petits, se battent contre ça. Donc il y a peut-être aussi une hypocrisie. On vient de dire du mal des GAFA pendant 1h30. Les GAFA, on est bien content de les trouver pour prendre une option sur le marché publicitaire numérique et pour prendre une option sur les audiences. Et les grands groupes qui peuvent investir lourdement prennent des options énormes sur ces audiences. Donc moi, ma question, c'est comment le régulateur et le législateur peut créer des conditions nouvelles de ce pluralisme qui n'est pas une question, que économique ou de statut de l'actionnaire. Aujourd'hui, le problème de la concentration va venir de la maîtrise de ces algorithmes. Merci. Alors, il nous reste combien ? Il nous reste 5 minutes. On a démarré 10 minutes de retard. On peut déborder un peu jusqu'à -20. Peut-être, qui veut répondre à cette question ? David, Nathalie ? Alors David, mais alors très rapidement, vraiment très rapidement.
Non, mais qu'il n'y ait pas de fausse route, parce que le télégramme n'est pas dans ce que j'ai évoqué. J'ai évoqué, et on peut considérer que ce n'est pas un problème, mais moi je considère que c'est un problème, que la majorité des médias français, donc ça ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne pas Le Monde, etc., sont possédés par des gens dont le cœur de métier n'est pas la presse, ce qui n'est pas le cas de Ouest France, ce qui n'est pas le cas de Télégramme. Donc je ne parle pas de vous, je parle de la majorité des grands médias sont tenus par des gens qui font autre chose, des affaires dans d'autres domaines, donc, et qui ne gagnent pas d'argent avec leurs médias. Donc pourquoi ils le font? Ou ce sont des bons samaritains, ou ils se servent des médias pour leur influence économique ou politique. Pas seulement économique, pas seulement politique. Donc c'est tout. Juste sur Telegram et la législation. Par exemple, je me suis tellement penché sur les entreprises qui maillent le territoire, et pas seulement de mon bureau de Paris, que je connais un peu, et que vous êtes un des modèles. Et pour pouvoir résister, par exemple, 40% de votre chiffre d'affaires, je crois à peu près, et ça va tendre à presque 60%, va venir d'autres activités que de la vente de la presse. Ça va être de la ressource humaine, recherche d'emploi, ça va être des grands événements, les francopholies, etc. Vous réussissez à financer votre modèle par le fait que votre chiffre d'affaires, il vient d'une diversité d'activités qui n'ont rien à voir avec et vous créez un modèle qui vous permet de tenir et de faire que c'est la seule région de France où il y a un duopole de concurrence. Hein, quand on parle de la concentration, pour tout l'ouest de la France, il y a Ouest France et il y a Télégramme. Alors que sur toutes les autres grandes régions, si on prend 6 pôles, il n'y a plus qu'un groupe qui maîtrise l'ensemble de la région. Nathalie. Peut-être revenir, et je pense que votre question est fondamentale, et on aurait pu effectivement certainement passer plus de temps. C'est évidemment à la fois, quand on parle des GAFAM, c'est leur modèle économique, c'est le modèle de recommandation, et c'est la question de l'algorithmie, de l'intelligence artificielle, et c'est bien là-dessus de ce vers quoi aujourd'hui tous les médias c'est pas se doivent, mais sont dans l'obligation d'eux, pour le dire autrement, investir. Donc je vous rejoins complètement, mais c'est quand même pas complètement décorrélé de ces puissants, dans la mesure où en fait eux ils sont venus dans ces secteurs avec un modèle qui est un modèle d'affaires qui s'appuie sur l'attention, qui s'appuie sur la collecte massive de données, dont pendant longtemps, et ça l'est quand même pour partie, il n'y a pas de transparence. Donc leur modèle ne pose pas simplement la question qui est celle sur laquelle on a longuement débattu, finalement de siphonner des recettes publicitaires ou de prendre l'attention des téléspectateurs et donc d'embarquer finalement et de casser le modèle économique du média. C'est qu'en même temps, il y a quand même d'une part une position hégémonique de leur part sur le marché de la publicité numérique. Alors ça permet effectivement néanmoins aux autres acteurs, mais ça signifie tout de même qu'ils ont un droit de vie ou de mort. C'est la raison pour laquelle initialement la question posée par Gilles, qui était celle de la réglementation, cette réglementation-là, elle doit absolument elle aussi se renouveler. Elle l'a fait, hein, donc il y a beaucoup d'éléments dans la loi de 86 qui tendent vers ça, c'est-à-dire de s'intéresser au modèle économique de ces nouveaux acteurs et se dire comment finalement je joue ou je les contrains à ce qu'ils ne soient pas dans une position hégémonique, dominante, et qui conduit à cette concentration-là. Et le modèle économique de ces acteurs-là, il est plongé dans le numérique, et la loi du numérique nous dit « the winner takes it all », c'est-à-dire qu'en fait, il y a une concentration directe, c'est l'effet de taille maximum. Lorsque on disait que Ouest France était 650 000 abonnés en print, c'était 300 000 en numérique, YouTube c'est 2,8 milliards. Donc on est sur un effet de taille qui n'a plus rien à voir. Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument effectivement repenser la législation, les règles, en intégrant leur modèle, c'est-à-dire et l'algorithmie, l'intelligence, la transparence, la position qu'ils occupent, où ils captent 70% de la croissance sur le marché de la publicité en ligne. Ils sont en position dominante sur la question de l'accessibilité. Donc oui, le numérique doit être repensé à l'aune de ces nouveaux facteurs, de ces nouvelles variables qui sont des variables économiques centrales pour le numérique. Non, mais je serai très bref, mais vous avez absolument raison. Ils disent tout ça, le problème numéro 1, c'est la guerre de l'attention. Il n'y a que ça. On est dans la guerre de l'attention.
Et c'est une guerre nucléaire. Hein. Je veux dire, bon. Deuxième chose, le sujet, effectivement, c'est comment on hiérarchise les choses. Ok ? Et de ce fait-là, les GAFAM hiérarchisent avec des algorithmes. On ne contrôle pas ces algorithmes. Donc le sujet, c'est comment, et ça c'est un sujet énorme, hein, on est d'accord, le sujet c'est comment demain on peut peser pour ouvrir la boîte noire et reprendre la maîtrise des algorithmes. Bon, je ne sais pas si on y arrivera, mais pour l'instant c'est loin d'être le cas. Mais c'est quand même juste le sujet, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on le sait tous, on utilise Google ou d'autres parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors chacun l'utilise à sa manière. Nous, on l'utilise, on va pas jusqu'au bout de certaines choses. Il y a des choses qu'on n'accepte pas, d'autres qui acceptent des choses. Voilà, c'est tout. Mais on est sous la coupe aujourd'hui de ça. Donc il faut aussi, c'est pour ça que je parlais du politique tout à l'heure et de la bagarre au niveau européen. C'est que c'est pas ni Ouest France, ni Le Monde, ni qui que ce soit tout seul dans son coin qui va faire changer. Même si on a réussi à obtenir de Google des choses qu'on ne pensait pas pouvoir... voilà. Alors, donc voilà, c'est la question des algorithmes. Ça sera peut-être le sujet du débat l'an prochain. Est-ce qu'on a le temps de prendre encore... Demain matin, d'accord. Est-ce qu'on a le temps de prendre encore une intervention? Il est moins 20. Une dernière, très courte, et réponse très courte. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Poser une question, oui. Bonjour, je suis Julien, certains me connaissent ici, je fais un peu de documentaire et de médias et d'automédias beaucoup ces dernières années, avec une lubie ou une spécialité, c'était de suivre depuis environ 2006 le groupe Bolloré dans ses évolutions en Afrique et tout ça. Groupe que j'ai longtemps traité d'armateur négrier, c'est un clin d'œil de l'histoire, mais il a eu un rôle d'armateur. Aujourd'hui, on a un armateur devant nous à nouveau, en tout cas le représentant d'un armateur, et moi je me demande, la vision du monde dans vos médias, elle ne peut pas aller à l'encontre de l'activité d'armateur qui est vraiment c'est le cœur de la mondialisation, quoi. Et je ne pense pas que vos médias puissent décrire la mondialisation réellement comme elle est, vu comment vous êtes impliqués. En Afrique, vous avez racheté le Bolloré Logistique aussi. Vous n'avez pas fait ça? On a racheté le Bolloré Logistique, mais pas en Afrique. Et je vois pas comment vos lecteurs peuvent avoir accès à une lecture complète, précise et honnête de la mondialisation. Ici, ça m'inquiète à Nantes d'avoir un représentant d'armateur qui risque d'acheter des médias. Ne signez pas de contrat avec cet homme, s'il vous plaît. Merci. Je crois qu'elle est pour vous, Laurent. Il n'y a pas de question, mais bon, il y a une invitation à discuter. Et on va discuter après. Et ne vous inquiétez pas, je ne mords pas et vous inquiétez pas. Non, je vous invite à lire nos médias, à lire La Provence, Corse Matin, La Tribune. Bon, vous continuerez à discuter après la conférence, mais on laisse Laurent répondre. Non, lisez nos médias, écoutez nos radios, regardez nos télés, critiquez. On prend les critiques, on discute. Et puis votre opinion, je la respecte totalement. Évidemment, je ne suis pas d'accord. Le métier d'armateur, vous l'avez côtoyé sous d'autres tropiques, visiblement avec d'autres armateurs. C'est pas parce que c'est un armateur qui dirige nos médias que nous avons une vision du monde qui correspond à celle que vous avez sans doute ou peut-être vécue avec d'autres. Enfin, je veux dire, c'est pas... encore une fois, lisez nos médias et puis on en parle. Oui, oui, monsieur. Oui. Bah, écoutez, vous lisez Mediapart et le Canard enchaîné, vous voyez que c'est le cas. Merci. Écoutez, merci à tous les quatre pour votre participation à cette discussion animée. Merci à la salle pour votre attention et vos questions. Et très bonne soirée.